nous autres philosophes ne commençons qu'en clarifiant les termes dans lesquels nous allons nous exprimer et en montrant comment ces termes peuvent poser problème et peut-être nous mettre en route vers de nouvelles expériences. Nous avons un premier mot, c'est le mot philosophie. Je ne reprendrai pas ici la leçon d'introduction générale à la philosophie que j'adresse depuis bientôt 5 ans aux étudiants de première année de cette université. Mais une approche élémentaire du concept de philosophie révèle qu'on le définit généralement comme étant amour de la sagesse. Amour de la sagesse au sens où le philosophe est celui qui consacre sa vie à la recherche de la connaissance du monde, de la connaissance de lui-même et bien sûr de la connaissance du rapport entre soi-même et le monde qu'on appelle par ailleurs l'absolu ou que les religions nomment Dieu. 3 grandes idées animent la recherche philosophique. D'une part, la connaissance du monde, d'autre part, la connaissance de soi, et enfin, dans la mise en relation de ces 2 formes de connaissance, la connaissance du lien entre le monde et soi, c'est-à-dire de l'absolu ou encore Dieu. On dit donc que, en fait, toute philosophie en profondeur n'est qu'une méditation sur le monde, l'âme et Dieu. Telle était, par exemple, la définition que Kant donnait en particulier à la discipline reine, la discipline royale de la philosophie, à savoir la métaphysique. Mais quand on a défini la philosophie comme étant la recherche d'une connaissance du monde, de soi-même et d'une connaissance de l'absolu ou de Dieu, on a simplement mis en appétit. C'est comme si on servait un repas en se contentant pour le moment de ne poser que des entrées. Il faudrait donc aller un peu plus loin, vers le plat de résistance du concept de philosophie. Qu'est-ce qu'on trouve quand on creuse un peu plus? On se rend compte qu'à travers l'histoire de la philosophie, en fait, il y a eu 2 grands modèles de compréhension de ce que c'est que la philosophie. 2 grands modèles. On peut appeler le premier modèle le modèle encyclopédiste théorico-pratique. Je l'appelle comme ça pour dire que pour beaucoup de philosophes, pratiquement jusqu'au XIXe siècle, de l'Antiquité la plus lointaine jusqu'au XIXe siècle, la philosophie était une science totale, rassemblant toutes les disciplines, toutes les formes de connaissances humaines, dans le but de rendre l'homme meilleur grâce justement à la connaissance du monde, à la connaissance de soi et à la connaissance de l'absolu. Cet idéal encyclopédique, c'est-à-dire l'idée que le philosophe est celui qui fait la synthèse de tous les savoirs de son époque, est magistralement exprimé par 2 grands philosophes de l'histoire de l'Occident, à savoir dans l'Antiquité Aristote. Aristote qui dit que est philosophe celui qui sait toutes choses dans la mesure du possible. Est philosophe celui qui sait toutes choses dans la mesure du possible. Et Hegel, qui au XIXe siècle affirme que la philosophie n'est rien d'autre que la science absolue de l'expérience de la conscience. Alors que la philosophie, c'est la discipline qui devrait faire la synthèse clarificatrice de toutes les disciplines et de toute l'expérience de l'homme. Il définit donc la philosophie comme étant le savoir de soi de l'absolu. Dans son maître ouvrage, Hegel s'exprime ainsi, disant donc, comme en écho à Aristote, que l'ambition de la philosophie, c'est un savoir total, mais ce savoir n'est pas qu'un savoir théorique, c'est aussi un savoir pratique. Je dis bien le modèle encyclopédiste théorico-pratique ou théorico-moral. Ce savoir philosophique doit transformer l'homme, transformer le monde, la société. Ce savoir philosophique est également, bien sûr, supposé transformer finalement le rapport entre l'homme et le monde, c'est-à-dire la spiritualité. Mais il y a un deuxième modèle de l'idée de philosophie. Pourquoi? Parce qu'au XIXe siècle, il va y avoir un événement fondamental dans l'histoire de la connaissance humaine. C'est que les différentes sciences se sont tellement développées qu'il n'y a plus d'homme qui soit capable de posséder la connaissance de toutes les sciences possibles et existantes. C'est le phénomène de la spécialisation scientifique. Les sciences se spécialisent, les historiens vont avec les historiens, les psychologues avec les psychologues, les géographes avec les géographes, les mathématiciens vont ensemble, les physiciens vont ensemble. La sociologie est apparue entre-temps, par la plume d'un autre Durkheim, cette fois-ci Émile, un Français, entre autres,
les sciences se sont spécialisées. Il devient donc difficile de faire vivre l'ancien modèle. Le philosophe d'avant était à la fois mathématicien, logicien, physicien, linguiste. Il était en réalité ouvert sur toutes les disciplines, il était nécessairement savant et érudit. Désormais, la philosophie elle-même, pour suivre l'évolution de la connaissance, est obligée de se spécialiser. C'est ce que j'appelle le second modèle, le modèle pluraliste et spécialisé de la philosophie. La philosophie va se spécialiser, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même des équipes de philosophes, il va y avoir des spécialistes d'un certain nombre d'aspects de la philosophie. Les 5 principaux aspects de la philosophie connus sont bien sûr la métaphysique ou ontologie, qui étudie les fondements invisibles du monde visible. Il va y avoir la logique, la science du raisonnement correct. Il va y avoir une troisième orientation qu'on nomme la philosophie politique et morale. Il va y avoir une quatrième orientation qui va être nommée l'esthétique. Un certain nombre de spécialistes vont d'ailleurs diviser la philosophie morale et la philosophie politique. Enfin, il va y avoir bien sûr l'épistémologie qu'on appelle encore la philosophie des sciences. Donc, globalement, il y a 5 familles de philosophes qui cohabitent dans les départements de philosophie. On a les métaphysiciens, spécialistes de métaphysique ou d'ontologie, dont je suis. On a les logiciens, ceux qui travaillent sur les techniques de raisonnement, de démonstration rationnelle, en philosophie comme dans les sciences. On a les épistémologues, ceux qui s'intéressent à l'évolution des connaissances scientifiques et au questionnement que ces connaissances génèrent. On a les philosophes politiques, qu'on appelle encore les politistes ou les moralistes, ceux qui vont approfondir la question du bien et du mal, l'organisation de la cité. Et enfin, en philosophie, on a précisément les esthéticiens, c'est-à-dire ceux qui vont s'intéresser à la philosophie appliquée au domaine de l'art, à la connaissance des questions du beau, du laid, des questions de la sensibilité et de l'inventivité de l'homme. Donc, si je me résume, 2 grands modèles de la philosophie auront donc, en quelque sorte, constitué l'histoire générale de la philosophie, que je date pour ma part de 2780 avant notre ère, dans l'Égypte négro-pharaonique, jusqu'à 2017, en ce 23 février. 2 grands modèles, la philosophie comme connaissance totale, connaissance intégrant toutes les autres connaissances dans une synthèse magistrale permettant à l'homme de connaître le monde, se connaître lui-même et connaître l'absolu ou Dieu, ou alors la philosophie comme étant un travail de spécialiste qui va analyser un aspect de la réalité. Alors, la grande question, c'est, au fond, la philosophie, quel que soit le modèle considéré, pose que le travail de l'homme, la démarche de l'homme, c'est de connaître le monde. La démarche de l'homme, c'est de posséder le monde par la pensée. La démarche de l'homme, comme le dira d'ailleurs Descartes au XVIIe siècle, consiste à se rendre maître et possesseur de la nature grâce à la science et à la technique. Les 2 modèles de philosophie que je viens d'évoquer conditionnent donc, en quelque sorte, la réalisation de l'homme à la connaissance objective. Que ce soit dans le modèle encyclopédiste, théorico-pratique, ou que ce soit dans le modèle pluraliste de la philosophie spécialisée, le philosophe est celui qui recherche la connaissance objective du monde, de lui-même et finalement de l'absolu, comme condition pour devenir maître de sa vie, transformer la nature à l'avantage de l'humanité et vivre mieux. Or, en réalité, cette approche de la philosophie comme étant une connaissance objective, c'est une approche qui, à la limite, permet de développer ce que Platon appelait l'homme charnel et l'homme mental. C'est-à-dire que la philosophie entendue selon ces 2 modèles, c'est une connaissance qui sert à. C'est une connaissance qui a vocation à servir à quelque chose. Donc, on fait d'abord, bien sûr, ses études de philosophie, on obtient ses diplômes de philosophie, on cherche éventuellement un poste de professeur de philosophie quelque part dans le monde, ou alors on commence à écrire des livres de philosophie, et grâce à ces livres de philosophie, on est soit reconnu comme professeur de philosophie ou comme philosophe. En fait, la philosophie se présente dans les 2 modèles comme étant une carrière dans la connaissance, peut-être même une carrière dans la connaissance de la connaissance. Mais la spiritualité, ce n'est pas cela. Les 2 modèles philosophiques aboutissent
dans le meilleur des cas, à développer ce qu'on appelle l'intellectualité. Le philosophe, qu'il soit de l'ancienne école, le modèle encyclopédiste, ou de la nouvelle école, c'est-à-dire le modèle pluraliste spécialisé, le philosophe est d'abord un spécialiste du savoir. C'est un travailleur du savoir. Donc c'est un intellectuel. L'intellectuel étant celui qui fabrique des notions permettant de faire comprendre le monde, de faire comprendre l'homme et de faire comprendre le rapport entre l'homme et le monde. Quand on a demandé à Deleuze, dans les années 77, de répondre à la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, il a donné une réponse qui est emblématique de ce que je suis en train de vous dire. Il a dit, faire de la philosophie, c'est créer des concepts. Faire de la philosophie, c'est créer des concepts. Cela veut dire que le philosophe est littéralement comme le maçon, le charpentier, le menuisier, l'industriel, le politique. Il est spécialiste dans une activité de production. Qu'est-ce qu'il produit? Des concepts, c'est-à-dire des idées qui entrent dans l'esprit de ceux qui les reçoivent, transforment cet esprit afin que ces personnes soient capables de transformer à leur tour leur environnement. Donc le philosophe fabrique, le philosophe produit comme tout le monde, comme l'ouvrier, comme le paysan, comme l'industriel, comme le politique. Le philosophe est à son poste, il produit des réalités particulières qu'on appelle des concepts permettant justement de transformer le monde à sa guise. Or, précisément, comme j'insiste, cette manière de concevoir la philosophie fait que la philosophie peut servir en réalité à améliorer la vie du corps, de la chair, la vie charnelle. Elle peut nous aider à mieux produire ce qu'il nous faut pour satisfaire nos besoins. Il peut y avoir une philosophie de l'agriculture, il peut y avoir une philosophie du sport, il peut y avoir une philosophie de l'écologie, il peut y avoir une philosophie appliquée aux besoins de l'homme charnel. Mais cette philosophie permettra à tout le moins à l'homme d'avoir un corps qui se porte à peu près bien. Il peut aussi y avoir une philosophie de l'homme mental. L'homme mental, c'est l'homme qui possède des connaissances, l'homme qui a un bagage intellectuel, l'homme qui a des convictions, des valeurs, des croyances. Cet homme mental est en quelque sorte chargé de ce qu'on peut appeler un certain bagage culturel. La philosophie peut contribuer à aider l'homme à développer sa dimension mentale, c'est-à-dire à posséder un bagage intellectuel, un bagage culturel, à se revendiquer comme membre, je ne sais pas, de l'ethnie Bobo, ou alors de l'ethnie Dogon, ou de l'ethnie Bassa du Cameroun, ou de l'ethnie des Wisigoths d'Allemagne, ou je ne sais, des Normands de France. Eh bien, la philosophie peut être une philosophie de ce que chacun veut défendre. Il peut y avoir une philosophie du nationalisme malien, il peut y avoir une philosophie de l'identité africaine, qui va par exemple consister à démontrer en quoi il est beau d'être africain et moins beau de ne pas l'être. La philosophie peut se mettre au service de l'homme mental, c'est-à-dire répondre aux aspirations de l'homme quand il recherche la possession de connaissances, la possession d'une identité culturelle, la possession et la défense d'une cause. Mais en atteignant cet objectif, le problème c'est que la philosophie, eh bien, rate une dimension particulière de l'homme, celle qui lui permettrait non pas simplement de nourrir son corps ou de nourrir son âme par des connaissances, mais la dimension qui lui permettrait de répondre aux questions ultimes, celle de savoir d'où vient-il, qui est-il et où va-t-il dans cette vie. Au fond, les questions qui, pour Emmanuel Kant, renvoient au fond à une seule et même question, à savoir, qu'est-ce que l'homme ? L'homme est-il simplement un être corporel qui a besoin de manger, de dormir, de boire, de se laver, de se soigner, de se vêtir, d'avoir quelques amis? L'homme est-il seulement cela? Si l'homme est seulement cela, la philosophie peut se contenter de s'appliquer effectivement à la satisfaction des besoins de l'homme. Mais d'un homme qui est seulement situé au niveau de ses besoins, on peut dire ce que justement John Stuart Mill disait de la différence entre Socrate et un porc. John Stuart Mill a eu ce mot au XIXe siècle: il vaut mieux être Socrate insatisfait que d'être un porc satisfait. Un porc satisfait, c'est l'équivalent d'un homme qui pense que sa vie consiste à satisfaire uniquement ses besoins, c'est-à-dire que sa vie consiste à nourrir sa chair. Socrate insatisfait, c'est l'homme qui est conscient du fait que
il n'y a pas que la chair qu'il faille nourrir, il n'y a même pas que l'âme qu'il faille remplir d'informations et barder de diplômes et d'importance sociale, il y a également une dimension fondamentale de l'homme, sa dimension la plus créatrice, celle qui s'appelle la dimension de l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit? C'est ce qui réconcilie en profondeur l'homme avec le monde, l'homme avec lui-même, et mieux encore, bien sûr, l'homme avec l'absolu que les religions appellent encore Dieu. Et là, j'aborde le problème de la spiritualité. On peut donc se poser la question de savoir, la philosophie est-elle nécessairement spiritualité? Est-il d'ailleurs nécessaire que la philosophie soit spiritualité? Si la philosophie est spiritualité, comment l'est-elle? Si la philosophie ne l'est pas, eh bien à quel prix? Que vaut une philosophie qui ne serait pas spiritualité? C'est-à-dire qui ne conduirait pas l'homme à développer en réalité sa réalisation la plus haute, à savoir sa réconciliation avec la créativité qui est à l'œuvre dans le monde, la créativité qui est à l'œuvre en lui-même et la créativité qui est à l'œuvre dans son rapport au monde. C'est cette triple créativité précisément qu'on appelle l'esprit et qui est la quête de la spiritualité. La spiritualité renvoie à toute activité ayant pour but de réconcilier l'homme en profondeur avec l'univers, réconcilier l'homme en profondeur avec lui-même, avec sa propre essence, mais aussi, bien sûr, réconcilier l'homme en profondeur avec l'absolu. Donc, voilà la question qui se pose à nous. Cette question se redouble lorsqu'il faut se demander si il peut y avoir une spiritualité sans philosophie. Cette question se redouble lorsqu'on se demande finalement, dans la vie que nous avons à mener en ce monde, s'il est plus intéressant de développer l'aptitude philosophique sans développer l'aptitude spirituelle, ou de développer l'aptitude spirituelle sans développer l'aptitude philosophique. Je pose ces questions devant un auditoire composé de personnes qui se sont destinées à la vocation religieuse. Et je fais remarquer jusqu'ici que j'ai parlé de spiritualité et pas de religion. Car en fait, ce que je montrerai, c'est qu'il y a bien une différence entre spiritualité et religion. Il peut y avoir religion sans spiritualité, mais il ne peut pas y avoir spiritualité sans religion. Il peut y avoir religion sans spiritualité, c'est-à-dire que quelqu'un appartenant à quelque religion que ce soit peut n'être en réalité qu'une personne demeurée sur le plan charnel et sur le plan mental, et par conséquent, cette personne appartient sans doute en apparence à une religion, mais elle lui appartient sur le plan, en fait, simplement de la présence physique et de la soumission mentale, non pas sur celui de la réalisation profonde de son être comme réconciliation avec l'univers, réconciliation avec le soi-même profond et réconciliation avec l'absolu ou Dieu.